Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais également un épisode de podcast qui sera disponible sur mon podcast Bulle d'Ambition. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui, je viens pour vous parler de ce que j'aime le plus au monde. Les livres, des livres, des livres, des livres. Le mois dernier, si vous vous souvenez bien, on a fait le bilan du mois d'octobre et on a également préparé le mois de novembre. Donc c'était dans ma vidéo Monte les Risettes qui me permettait de préparer le nouveau mois. Donc j'ai choisi ce mois-ci un livre que j'avais commencé, que je n'avais pas terminé, un roman pour me faire plaisir et la lecture imposée par mon mari et que moi aussi je lui ai imposé donc notre challenge de couple. Donc les voici, ces 3 lectures, je les ai terminées et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Première lecture, c'était Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc cette lecture, je suis passée à la FNAC il me semble et je suis tombée dessus, je me suis dit, j'aime beaucoup passer dans les rayons les top lectures du moment, etc. et tout. Et j'ai vu qu'il était dedans, il faisait partie des 3 premiers, je crois. Et je me suis dit, mais attends, il est tout petit ce livre, je pourrais le lire facilement, rapidement, quand j'ai envie de lire un petit livre. Des fois, j'ai pas envie de lire des gros livres. Et je me suis dit, bon, bah, parfait. Et en fait, au début, je l'ai lu. J'ai aimé la première histoire, mais j'avais du mal à accrocher avec la manière dont il était écrit. Surtout que des fois, c'est compliqué parce que mon cerveau il a besoin d'accrocher. C'est un auteur japonais, et donc c'est-à-dire que les noms, ça va être des noms japonais, des villes, etc. Et des fois, j'avais du mal, mon cerveau avait du mal à rester concentré. J'ai le cerveau qui aime bien divaguer, aller à gauche, à droite. Et la lecture aussi, ça me permet de me recentrer. Et donc, des fois, ça me faisait partir, mais pourtant, c'est pas que je n'aimais pas, c'est juste que mon cerveau n'accrochait pas. Peut-être que c'était pas le bon moment, je sais pas. Ce livre-là, il est découpé en 4 petites histoires, un peu comme si c'était des nouvelles. Donc la première autour d'un jeune couple, la deuxième autour d'un couple âgé, marié depuis longtemps et autour de la maladie. La troisième autour d'une histoire de famille, de sœurs. Et la quatrième, c'est autour de la maternité, de la santé, du sacrifice. Ces 4 histoires tournent autour de la même chose, ils tournent autour de ce café. En fait, c'est l'histoire d'un café qui s'appelle le Funiculi Funicula. C'est un tout petit café avec 3-4 tables, enfin très peu de tables. Et dans ce café, il y a une légende qui est qu'on peut retourner dans le passé, mais avec certaines règles qui sont assez contraignantes. Notamment, pour revenir dans le présent par la suite, il faut boire son café tant qu'il est encore chaud. Si le café a refroidi et que tu es encore dans le passé, eh bien tu deviens un fantôme. Donc ça va être des règles contraignantes, tu dois rester à la même place. Le retour dans le passé ne peut se faire que dans le café, ça veut dire que même quand tu es dans le passé, la scène que tu voudrais revoir, bah il faut que cette scène-là, elle se soit passée dans le café. Je sais pas si c'est clair, mais bref, je ne vais pas non plus trop vous spoiler les histoires. Et en fait, tout se passe autour de cette histoire du fait de pouvoir retourner dans le passé, mais également de pouvoir potentiellement en fait voyager dans le temps et il y a une histoire qui se passe plutôt dans le futur. Dans ces 4 histoires, en fait, il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi des leçons de vie que moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien. Et surtout la dernière histoire que j'ai trouvée très 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 touchante. La première leçon que je retire de cette lecture, c'est le fait de rester dans le moment présent, de vivre dans l'instant présent et surtout de faire les choses, ça c'est la deuxième leçon, de faire les choses sans avoir de regrets. Donc ne pas garder des choses pour soi. Quand on a besoin de dire les choses, il faut dire les choses pour ne pas avoir de regrets plus tard. Ça, c'est des choses qu'on voit à travers certaines histoires. De ne pas laisser des disputes prendre des années hautes parce qu'on ne sait pas quand une personne partira. On ne sait pas quand nous-mêmes on partira de ce monde. Enfin voilà, c'est les petites leçons qu'il y a dans ces histoires, très courtes, mais qui laissent quand même des leçons importantes, des belles leçons de vie, et notamment la dernière histoire qui est très touchante parce que ça tourne autour de la maternité, du sacrifice, du don de sa personne et vraiment le sacrifice d'une maman en fait, comme quoi une maman c'est vraiment c'est une maman, ça pense à ses enfants, etc. Et bref, c'était très touchant. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont pleuré, moi non, mais ça m'a touchée quand même. Après, il faut accrocher quand même et il faut tenir jusqu'au bout. Quand on arrive à se souvenir des personnages, vraiment, je trouve que l'histoire elle est touchante. Donc vraiment, c'est un livre que je recommanderais pour des belles petites histoires et puis un livre à lire dans le métro, à la maison, tout ça. C'est une bonne lecture ou avec son petit café, tout ça, en fin d'année, ça peut être vraiment sympa. Surtout, ouais, en fin d'année, je trouve que ça peut être très, très sympa d'avoir cette petite lecture que je vous recommande grandement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Je ne vais pas trop en dire non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler les histoires. On ne sait jamais si après ces vidéos ou ce podcast, vous avez envie de lire les livres que je vous propose, autant que je ne vous spoile pas trop les choses.
Ma deuxième lecture du mois, et pas des moindres, ça a été L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Cette lecture, je l'ai énormément annotée. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, à annoter vos lectures. Ces petits stickers, mine de rien, ils sont bien utiles, mais ils se terminent très vite. L'ego et l'ennemi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Ce livre fait partie des livres que je recommande à toute personne de lire au moins une fois dans sa vie. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des livres qui nous apprennent sur nous, qui nous apprennent sur des choses essentielles de la vie qu'on n'apprend pas forcément à l'école, comme le fait de travailler son ego. C'est crucial, surtout qu'il y a des personnes qui sont bourrées d'ego. Je pense qu'une bonne partie des gens a de l'ego et cette lecture, elle permet vraiment de doter son ego en fait et de sortir de ça et vraiment de se dire que l'ego, c'est vraiment notre pire ennemi. Notre ennemi numéro 1, c'est nous-mêmes envers nous-mêmes et c'est surtout notre ego. Parce que c'est notre ego qui nous amène à penser que oh, tout le monde nous regarde. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je suis meilleur que les autres. Je suis moins bien que les autres. Je vais me comparer, etc. Tout ça, c'est notre ego qui est en train de nous parler et qui nous fait nous dire ça, en fait. Alors que le jour où on se détache de tout cet ego, où toutes ces personnes qui réussissent mais qui d'un coup tombent et qui n'arrivent pas à se relever, c'est parce que l'ego est là. L'ego est là pour te faire tomber. Et il explique énormément de choses et les chapitres sont très très faciles à lire. Pareil, c'est pas un livre qui est très épais. J'aime beaucoup les livres de Ryan Holiday parce qu'ils sont pas très épais et qui t'apportent des leçons incroyables en si peu, avec des chapitres qui sont assez courts, donc faciles à lire, en sous-parties. Donc ça, c'est vraiment très sympa dans la manière dont c'est composé, j'aime beaucoup. Et celui-ci, il est composé de 3 grandes étapes: l'aspiration, la réussite et l'échec. Et dans ces 3 parties, il y a plein de leçons sur l'ego. Notamment, une des leçons que j'aime beaucoup, c'est le fait de comprendre que plus on va laisser l'ego prendre le dessus, et plus la chute va être fatale. Voilà, plus la chute va être grosse et difficile. Tandis que si, dès le démarrage, tu travailles ton ego, tu en prends conscience, tu prends conscience du moment où il s'active et où il se désactive, toi, ça va t'aider à mieux gérer les choses, à mieux le travailler et à mieux le faire descendre en fait, plutôt que de le laisser grandir et d'avoir une chute fatale. Et ça arrive beaucoup. Ceux qui réussissent, qui ont des grosses réussites, mais qui n'ont pas l'humilité, qui ne continuent pas d'apprendre et de rester dans une tête d'étudiant sans cesse, etc. Le jour où il y a une chute, la chute est fatale. Enfin bref, l'ego est l'ennemi. Je pense que le titre il résume bien la chose et j'ai énormément appris. Notamment, il y a une partie qui, moi, me parlait plus, beaucoup plus, surtout la partie sur l'échec. Parce que c'est un sujet qui reste quand même un sujet très important. Je sais qu'il y a beaucoup cette peur de l'échec, mais la partie sur la réussite aussi m'a beaucoup parlé parce que moi j'ai cette peur et j'ai beaucoup connu, mais j'ai ces peurs-là, ces peurs de la réussite, mais également la peur de l'échec. Ces 2 peurs, la peur de la réussite, la peur de l'échec, sont des peurs que j'ai connues et qui peuvent encore être là en moi. Et quand je passe sur des passages comme ça me fait du bien, ça m'aide à me réconcilier et à accepter que ça fait partie de la vie d'échouer. Et voilà. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de rester un étudiant toute sa vie. Ça, je pense que c'est vraiment mon mantra, mon leitmotiv, de rester cette étudiante toute ma vie. Que je sois coach, que je sois formatrice ou autre, je continuerai sans cesse d'apprendre, ne serait-ce que pour moi-même avant tout, parce qu'on en a toujours besoin, peu importe notre statut, on a toujours besoin d'apprendre et de continuer d'évoluer. Mais ça, j'en parle quand je vous parle du mindset, etc. Comment j'ai développé tout ça, comment j'ai développé mon état d'esprit, je vous en parle et je vous en parle aussi dans mon programme Unstoppable qui est là, dans lequel vous pouvez désormais vous inscrire. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir et à vous inscrire si ça vous intéresse. Cette lecture, moi, m'a fait du bien et je vais vous donner un peu quelques citations qui m'ont plu dans ce livre. Votre pire ennemi n'est pas à l'extérieur, il est chez vous, en vous, votre ego. Ça, je me suis dit, mais il a raison. Il a raison. La personne qui me freine énormément, qui n'est pas bienveillante, qui peut me faire penser des choses, qui peut me ralentir dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie d'entreprendre ou autre, ou même dans le fait de me reposer tout simplement, c'est mon ego. Mon ego va me dire, non, ah ouais, faut que tu sois productive. Mon ego va me dire, non, fais attention, c'est pas très beau, etc. Mon ego ne va pas être bienveillant avec moi-même. Mon ego va me faire psychoter, va me faire beaucoup penser. Et en fait, quand on comprend ça, c'est beaucoup plus simple de s'en détacher.
Donc ça, c'est une des premières citations que j'ai beaucoup aimées. On ne peut pas rendre le monde meilleur si on ne le comprend pas et qu'on ne se comprend pas nous-mêmes. Ça, voilà, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai sorti le programme. C'est vraiment parce que j'estime que tout être humain doit apprendre à se connaître et se comprendre. Parce que quand on ne se connaît pas, c'est compliqué d'affronter le monde. C'est compliqué de vivre en étant soi-même, authentique, bien, avec le bien-être, tout ça. Non, il faut vraiment se connaître. Et moi, je me connais, je sais ce que j'aime lire, je sais ce que je n'aime pas lire, je sais comment, je sais quand mon ego s'active, je sais qu'est-ce qui l'active, mais je sais que j'ai pas un ego surdimensionné, Dieu merci. Je sais que, voilà, je sais comment il fonctionne, je sais qu'il est là pour essayer de me protéger alors que pas du tout et que j'ai pas forcément besoin de lui. J'ai juste besoin d'être bien avec moi-même, d'avoir confiance en moi-même, d'agir et d'être aligné pour être bien, mais je n'ai pas forcément besoin d'avoir mon ego en fait. Lorsque l'étudiant est prêt, le professeur apparaît. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. J'estime que les femmes que j'ai coachées qui ont le mieux réussi, parce qu'il faut savoir que, et c'est une réalité, je le dis, on a beau être coach, on a beau coacher des gens, on a beau former des gens, tout le monde ne va pas réussir et tout le monde ne va pas réussir de la même manière. Pourquoi ? Parce que ça dépend de chaque personne a ses capacités, et malgré qu'on les coach, qu'on leur donne tout, il y a des personnes qui vont quand même avoir tendance à retourner dans leur zone de confort dès qu'elles vont prendre peur, et donc à retourner dans des zones qui sont des faux conforts, parce qu'en fait elles sont pas confortables dedans, parce qu'en fait elles s'épanouissent pas, mais comme elles ont connu déjà cette misère, elles préfèrent rester dedans plutôt que d'aller dans la nouveauté qui fait beaucoup trop peur, et donc vont rester dans leur confort. Qui n'est pas un vrai confort, et vont accepter de subir en fait des choses qui ne leur conviennent pas réellement. Et en fait, les personnes qui ont le mieux réussi, je pense que c'est des personnes qui étaient prêtes, qui se sentaient prêtes à changer de vie. Et à ce moment-là, sans prétention, mais pour ces personnes que moi j'ai accompagnées, à ce moment-là, j'ai apparu, je pense, dans leur vie. Elles sont tombées sur un TikTok ou un Reels de ma part, ou une story, ou peu importe, ou m'ont rencontré à un événement où j'étais speaker. Et donc c'est à ce moment-là, je pense que elles ont pu avancer et se révéler. Et je pense que quand j'ai cette casquette de professeur, c'est que l'étudiant, il est là, il est prêt en fait. Et c'est là où j'apparais. Et donc si peut-être vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que potentiellement, peut-être que vous êtes prête et qu'il faut changer des choses. Et que c'est le moment en fait de changer des choses et d'agir et de faire des choses. Quand vous êtes prêt, il y a le professeur qui est en face de vous. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de saisir les opportunités. Les opportunités, elles viennent et elles repartent en fait. Et c'est vraiment à nous, en tant qu'être humain, de les saisir et d'en faire, de transformer les choses en opportunités. Moi, il y a certains de mes échecs qui se sont transformés en opportunités et que j'utilise en opportunités et qui m'ont fait grandir et qui m'ont permis d'avoir des résultats incroyables. Mais ça partait d'un échec de base, de ce que moi je pouvais percevoir comme un échec. Mais si j'étais restée là à me morfondre sur mon sort, en fait je n'en ressortirais pas grandi et je n'aurais pas pris ça comme opportunité et je n'aurais pas avancé, je n'aurais pas évolué. Quand vous vivez des difficultés, n'hésitez pas à voir quelle opportunité se cache derrière. Parce que derrière toute difficulté, derrière tout échec, il y a une opportunité qui se cache derrière. C'est juste que vous n'avez pas les lunettes pour les voir. À vous maintenant de choisir, est-ce que vous mettez ces lunettes-là ou est-ce que vous restez comme ça dans le noir et à faire l'aveugle. C'est vraiment un choix. On se responsabilise. Dernière citation, ce qui compte, c'est pouvoir réagir à ce que la vie nous inflige et comment on s'en sort. Enfin, je pense que la phrase, elle veut tout dire. Je n'ai pas besoin de développer sur cette phrase-là. La phrase parle d'elle-même. Il y a ces personnes qui ont tendance à se morfondre sur leur sort. C'est-à-dire qu'elles vont se concentrer que sur ce qui leur arrive, sur le négatif, sur les difficultés. Et elles vont pas penser à qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Comment je me relève de ça? Comment j'avance en fait? Oui, c'est dur, mais je peux quand même avancer. J'ai encore des bras, j'ai des pieds. Enfin voilà, je suis dans un pays qui est développé par exemple, où je suis vivante. Enfin se dire des choses comme ça, avoir de la gratitude pour ce qu'on a et pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque et se demander juste qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer et sortir de cette situation qui me chagrine, qui me fait du mal ou qui me met dans des problèmes, etc. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et c'est là après qu'on voit à la fin, est-ce que j'ai été active ou est-ce que je suis restée là morfondre? C'est un choix de vie. Vraiment, c'est un choix. C'est un choix. C'est un état d'esprit à adopter. Ça se travaille. C'est un mindset qu'il faut développer. C'est pas facile, mais c'est possible. On passe à la troisième lecture. Et ça, c'est ma lecture préférée, je pense, des 3 livres.
parce que c'est un livre que j'aime beaucoup et c'est une auteure que j'aime beaucoup qui est mon auteur coup de cœur, Raphaël Giordano. Donc cette lecture, c'est Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière. C'est un livre que j'avais hâte de lire. À travers ces romans, c'est du développement personnel et je suis trop contente de l'avoir lu. Honnêtement, je l'ai lu en... Allez, si on compte le temps de lecture, je pense qu'en 3-4 jours, je l'ai lu et c'était fini, c'était bouclé. C'est-à-dire que j'ai commencé le 20. Le 20, j'ai terminé L'Ego et l'ennemi, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est le 26. Hier, j'ai terminé cette lecture, sachant que je crois il y a 1 jour ou 2 où je ne l'ai pas lu. Et vraiment, voilà, en 3 jours, c'est bouclé. C'est une lecture qui a été fluide, facile à lire. J'ai plongé dans l'histoire. C'est les histoires que j'aime, un peu gnangnan, un peu prévisibles, mais pas tant que ça non plus, parce que en fait, je m'attendais à ce que ce soit centré sur l'histoire de Henriette, qui est le personnage principal, numéro 1, qui est la femme. Je pensais que ça allait être centré sur elle, parce qu'on parle d'Henriette, qui est une femme hypersensible, et qui est remplie de peur, voilà, avec son hypersensibilité, le fait qu'elle ressente tout de manière décuplée, etc. Donc je me suis dit, mais quoi de mieux que le lire, hein, ça fait penser à moi. Et je pensais que ça allait être centré sur l'hypersensibilité en fait de cette femme, mais en fait non. Il y a aussi l'histoire de Auguste, deuxième personnage principal, hein, toujours un couple dans ses livres. L'histoire d'Auguste, qui est aussi un personnage principal, qui aussi a une sensibilité derrière, pas forcément hypersensible, mais qui a une sensibilité, et qui a aussi des peurs, mais qui va le masquer avec une posture d'homme fort, mal alpha, etc. Un petit peu, qui a un bon poste et tout, qui est ambitieux, qui cherche à être associé, carriériste, etc. Donc, il y a toujours ce côté, cette ambivalence. Et puis, Henriette qui est hypersensible, qui est freelance à son compte, parce que, bon, travailler dans le salariat avec des collègues, etc., c'est compliqué. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Et donc je me suis dit, mais c'est parfait. Et plus elle parlait d'elle au début, plus je plongeais, plus je me sentais concernée. Et je me disais, mais c'est moi, quoi. Et j'en rigolais. Donc ça me parlait énormément. Et puis d'un coup, on voit qu'on rentre en fait dans la vie, pas uniquement de ces 2 personnages principaux, mais on rentre aussi dans la vie et dans les peurs d'autres personnages qui font partie de l'histoire, des collègues, 2 autres collègues de travail de l'homme. Et puis Henriette et Auguste vont être amenés à travailler ensemble, mais comment, etc. Ils vont avoir un client en commun. On rentre dans la vie aussi intime de ces clients, dans la vie intime des collègues de travail. Et en fait, le livre, il n'est pas orienté hypersensibilité, mais il est plus orienté les peurs. Il est plus orienté peur et les angoisses et les peurs inavouables de chacun. Et ça, c'est juste génial. Et en plus, à la fin du livre, ce que l'auteur a fait, ce que Raphaël Giordano a fait, c'est qu'elle a fait un appel au partage, en fait, où ses lecteurs pouvaient lui envoyer leurs peurs inavouables. Et elle les a repartagées à la fin de son livre. C'est sympa, facile à lire. Et elle les a partagées à la fin de son livre. Donc ça, c'est cool aussi de lire ça et de se dire, ah, je me sens moins seule dans mes peurs. Et donc voilà, c'est vraiment un livre, si vous voulez, si vous avez des peurs, mais des peurs inavouables, et que vous sentez un peu honteuse de ces peurs inavouables, bah, vous pouvez le lire. Ma petite déception, c'est que je pensais qu'il y aurait un peu plus développé sur l'hypersensibilité, parce que je sais pas, j'en ressentais le besoin et l'envie, et c'était pas le cas. Donc c'est mon petit bémol de cette lecture, mais c'est tout. Voilà pour mes revues de ces 3 livres, et je suis trop contente, et j'ai hâte de vous présenter la vidéo sur ma pile à lire pour le mois de décembre. J'ai hâte de vous partager ça. J'espère que cette vidéo, cet épisode de podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter sur le podcast. N'oubliez pas de noter le podcast et de mettre la meilleure note qui vous semble si cet épisode vous a plu. Et sur YouTube, n'oubliez pas de liker, c'est important. Et de mettre ne serait-ce qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Même des cœurs, ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu au mois de novembre. Et est-ce que vous recommandez cette lecture ou pas? Ou est-ce qu'un des livres que j'ai lus vous tente, lequel vous aimeriez lire? Enfin voilà, dites-moi tout, parlez-moi de livres, j'aime énormément ça. Et partagez-moi vos futures lectures, vos lectures en cours, parce que ça me permettra de faire grandir ma wishlist et mes piles à lire. On se retrouve dans une prochaine vidéo et un prochain épisode de podcast. Bisous, prenez soin de vous, bye bye.